psychologique, oui, et roman biographique. T'as pas suivi, tant pis. C'est pas grave. On est au 21e siècle, on n'est plus au 19e. Depuis quelques années, quelques centaines d'années, les êtres humains ont du mal à suivre. Les êtres humains ne suivent pas. Les êtres humains sont dissipés. C'est de plus en plus compliqué. Alors, après quoi? Selon les lettres que Dickens envoya à ses amis, les garde-freins obtempérèrent. Des manœuvres posèrent des planches jusqu'au wagon et l'écrivain regagna la voiture renversée et la parcourut à quatre pattes sur toute sa longueur pour aller rechercher son haut de forme et sa flasque de brandy. Je me permets d'interrompre ici brièvement la description de notre ami commun, le temps de préciser qu'en consultant la liste de noms figurant sur le rapport officiel des chemins de fer, j'ai pu retrouver la trace du garde-frein que Dickens raconte avoir arrêté et persuadé de s'engager dans cette opération éminemment importante. Cet homme... Attends, je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir un petit peu, voilà. Alors, cet homme, un certain Lester Smith, conservait un souvenir quelque peu différent de ces instants. On s'apprêtait à descendre, secourir les blessés et les mourants, quand cet aristo qui était sorti de la voiture de première classe, branlante, s'est précipité sur nous. Paddy Bill et moi, les yeux écarquillés, tout pâles, sans cesser de crier. « Vous me connaissez, mes braves? Vous me connaissez? Savez-vous qui je suis ?» J'avoue que j'ai répondu « Je me fiche pas mal que vous soyez le prince Albert, mon vieux. Écartez-vous de là, que diable. » C'est pas ma façon habituelle de parler à un gentleman, mais c'était pas non plus un jour habituel. Quoi qu'il en soit, Dickens réquisitionna quelques manœuvres pour l'aider à évacuer Hélène et Miss Ternan. Il remonta dans le wagon, cherchait sa flasque et son haut de forme, remplit ce dernier d'eau avant de descendre le versant escarpé. Tous les témoins reconnaissent que Dickens se mit immédiatement à l'œuvre au fond du vallon, parmi les mourants et les morts. Donc parfois je me permets, dans les chats en direct, de supprimer quelques commentaires si vous êtes déplaisant. Parce que loin de moi l'idée d'arrêter de faire ce que je fais le mercredi, après je pourrais peut-être le faire un jour ou un autre, mais ceci, ce que j'ai dans les mains, est un roman absolument exceptionnel. Et je me dois, puisqu'évidemment ça me percute, ça m'émeut aussi, je me dois d'en vous en faire profiter un petit peu pour ceux qui ne connaissaient pas. On est parti, je vous le dis, avec les dernières années de la vie de Charles Dickens, revisité par son ami, l'écrivain opiomane Wilkie Collins. Mais quitte pas la room, Léla. Je supprime quelques commentaires. Je ne supprime pas tous, j'en ai supprimé qu'un seul. On est très perturbé dans notre époque, au XXIe siècle. Très perturbé. Alors, il nous reste quelques minutes. Au cours des 5 années... Oui, Razorback, Dan Simmons, c'est un grand auteur, oui, absolument. Au cours des 5 années qui lui restaient à vivre, après l'accident de Staplehurst, Dickens n'emploierait qu'un mot pour décrire ce qu'il avait vu dans ce lit de rivière. Bonjour, jeune homme. Inimaginable. Et un autre pour rendre compte de ce qu'il avait entendu. Inintelligible. Et ce, de la part d'un homme auquel on s'accorde généralement à attribuer l'imagination la plus fertile, après Sir Walter Scott, de tous les écrivains anglais. D'un homme dont les récits étaient, entre autres qualités éventuelles, toujours parfaitement intelligibles. L'inimaginable s'amorça peut-être comme il descendait du remblai extrêmement raide. Je termine, c'est important puisque quelque part, il se passe quelque chose en réel. C'est ensuite que justement le récit prend, puisque on est parti sur quelque chose de véridique, pour ensuite partir sur les 5 dernières années, revisité non seulement par son ami Wilkie Collins, mais par Dan Simmons. Alors, il vit soudain surgir, à ses côtés un homme mince et de haute taille, vêtu d'une épaisse cape noire qui aurait mieux convenu à une soirée à l'opéra qu'à un voyage à Londres par le train de marée de l'après-midi. Ils avaient tous les deux leur haut de forme à la main, se retenant au talus pour éviter de tomber. Ce personnage, que Dickens me décrivit plus tard, dans un chuchotement guttural, au cours des journées qui suivirent l'accident, et durant lesquelles sa voix n'était, disait-il, plus la mienne, était d'une maigreur cadavérique, d'une pâleur affreuse, et regardait fixement l'écrivain de ses yeux cernés de noir, enfoncés sous un front haut et blême qui s'élevait vers un crâne chauve et blafard. Quelques mèches de cheveux
grisonnant jaillissait de part et d'autre de cette espèce de tête de mort. Cette impression était encore renforcée